pour annoncer solennellement sa candidature à la présidence nationale du SDF en marge du congrès électif qui se déroule en octobre 2023. Xavier Bellémé, avant de nous intéresser à l'élection d'octobre 2023, à la tête du SDF, pouvez-vous de façon sommaire nous expliquer comment se déroule le processus électoral pour devenir président national dans le SDF? Oui, c'est simple. Si vous réunissez 5 ans de militantisme ininterrompu et que vous êtes régulièrement inscrit dans une cellule qui est la structure de base au SDF, et vous déposez votre fiche de candidature auprès de votre cellule et que le président de celle-ci convoque une assemblée de cellules et puis valide votre candidature. Si vous êtes unique, on n'organise pas le primaire et c'est comme ça que vous êtes donc investi candidat. C'est plus simple. Ok. Au vu de l'article 7 des statuts, dont ces conditions sont définies à l'article 7 de nos statuts. Xavier Bellémé, avant ce point de presse, vous connaissiez sans doute déjà votre camarade Merlin Ebdieu Nance. Pensez-vous qu'il ait le profil de l'emploi pour remplacer valablement le chairman Midian Frondi? En somme, qui est-il et que peut-il? Oui, c'est un jeune camarade en âge, pas dans le militantisme. C'est un vieux militant qui est encore très jeune, qui a de l'énergie et il a de la détermination, la capacité de pouvoir produire exactement et incarner ce que le chairman a eu à conduire le SDF pendant 33 ans et voilà, remettre le parti. De toute façon, il a son slogan qui s'appelle « Sauvons le SDF ». Donc, il vient en véritable Zorro. Et moi, ce n'est pas ses capacités que je doute, mais la sincérité de l'actuel. D'ailleurs, il a dénoncé cette dérive de l'actuelle direction du parti, donc qu'il faut redouter, qui a des proportions qui vont dans le sens de violer carrément les statuts du parti. Mais sinon, je crois que les gens auront des soucis à se faire. Avec sa candidature. Oui, le camarade Ebdieu, d'abord, il a son deuxième mandat à la mairie de Loum. Vous savez, Loum gagne toujours ses élections à 100%. C'est-à-dire qu'il a le profil nécessaire. Non seulement il est jeune, il a moins de 50 ans. Et le chairman est devenu président national du SDF. Il avait moins de 50 ans. Et il a moins de 50 ans aujourd'hui. Et qu'il a la hargne et puis la détermination. Il est dans une mairie qui a toujours gagné à 100%. Et qu'il a son deuxième mandat dans cette mairie, et dont on sait que dans le pays aujourd'hui, il n'y en a que 5 mairies comme ça dans le Cameroun, que l'OSF dirige. Et je crois que s'il y a des gens qu'on doit pouvoir encourager, c'est Guy Merlin Ebdieu Nanceux qui mériterait bien d'être président national du SDF. Donc, on pourrait le voir en train de challenger les autres candidats à la présidentielle de 2025, le représentant finalement du SDF à cette prochaine élection. Non, le président national dans le SDF n'est pas automatiquement candidat à l'élection présidentielle. C'est un autre processus. Tout à fait. Ouais, donc on peut être président national, ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'au SDF, le président national n'est pas candidat naturel comme dans certaines formations politiques. Donc s'il y a élection présidentielle, on organise les élections primaires et c'est le même procédé en allant dans votre cellule, parce qu'on est militant dans une cellule. Même pour être président national, on milite d'abord dans une cellule. Et on ne pourrait pas lui prêter des intentions de se présenter à l'élection présidentielle prochaine? Pourquoi il remplit toutes les conditions pour le faire? Déjà, il est un élu, ça veut dire qu'il réunit les conditions d'éligibilité nécessaires pour être candidat à l'élection présidentielle. Et avec lui, est-ce qu'on peut assister, si jamais il prenait la tête du parti, à un retour à la paix? Parce qu'il faut le dire, c'est un secret de polichinelle qu'au sein du SDF, il y a de nombreux cadres qui ne se retrouvent plus dans ce qui est la vision implémentée actuellement au sein du parti. Est-ce qu'il peut être celui-là qui permet au SDF désormais de retrouver ces lettres de noblesse perdues? Ce qui est intéressant dans ce que vous posez, dans ce que vous rappelez fort opportunément, c'est que ceux qui sont donnés le pouvoir et le plaisir d'exclure 34 au cadre du parti ont cru qu'ils ont balayé tout parce qu'ils ont peur de la concurrence. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des jeunes loups qui étaient encore tapés à l'intérieur du parti et qui sont surpris aujourd'hui parce que là, Guy Merlin, d'ailleurs, je le félicite en passant ici et je l'encourage d'avoir tapé un pied de nez à cette oligarchie, à cette mafia qui s'est installée à la tête du SDF
l'a pris en otage. Et est-ce que vous avez l'idée Il faut que je précise, tente de le prendre en otage. Mais je crois que des jeunes comme lui, un jeune loup comme lui, pourra les chasser complètement. Bon, on sait qu'il a le soutien à travers ce qu'il a dit. Il a fait une tournée européenne au cours de laquelle il a sollicité des soutiens, mais on n'a pas l'impression qu'il est très connu, Xavier Bellémé. Par nous autres, nous ne le connaissons pas vraiment, on ne sait pas véritablement ce qu'il est capable de faire. Oui, justement parce que... il n'aime pas trop aller dans les médias personnellement, et de deux, mais il fait l'actualité. Il est très connu. C'est au sein de votre parti. Oui. D'ailleurs, vous avez vu ces derniers mois dans l'Ouest, il y a eu une forte actualité dans le Mungo, et c'était dans l'OUM, et il s'agissait de lui. Donc, il est bien connu dans les médias, et il prend difficilement part à des talk shows comme celui-ci, mais c'est aussi souvent un mauvais choix, mais peut-être c'est un choix tactique de sa part que je comprendrais bien. Bon, mais dans le cas, il est vraiment connu et déterminé. D'ailleurs, même, il a pris un temps de réflexion pour pouvoir prendre des conseils chez des aînés à gauche, à droite. Il le dit si bien dans sa déclaration liminaire, dans les 4 coins du pays, les militants du parti et d'autres qui n'y sont pas. Donc, il a une vision et un programme. Vous voyez ce qu'il parle, il est au futur, c'est-à-dire qu'il se projette dans le futur et il essaie un peu de scruter l'horizon. Voilà. Et lorsqu'on vous écoute, Xavier Bellémé, on a l'impression que ça peut être le retour justement à ce SDF que vous avez connu et qui peut vous conforter à l'idée de rester dans ce parti qui, à un moment donné, peut-être, n'était plus le lieu où vous pensiez être. Oui, je n'ai aucun doute si Guy Merlin devenait président national du SGM, c'est qu'il m'excuse, j'ai des doutes, parce qu'il n'y a pas de sincérité, parce que s'il y a la sincérité, il va gagner, il n'y a personne qui peut l'empêcher d'être président national. Mais comme je sais que déjà les gens ont commencé à fausser le jeu dès le mois de juillet, dès que le chairman est mort, j'avais dit qu'il le critiquait. Fausser le jeu dans quel sens? En mettant les statuts précis que pour être candidat président national, on paye une caution de 50 000 francs. Et les gens ont pris une résolution qui viole carrément, comme ils ont l'habitude de violer les statuts en mettant la caution à 7 millions pour être candidat au poste de président national du SGF. C'est un véritable scandale. Et le SGF est un parti de masse, un parti socialiste, dont les 80% de ceux qui le constituent sortent de petits métiers, des bensikines, les pousseurs, les petits bayam selam, tout ça là, des gens de petits métiers. Donc c'est la gauche plurielle. Et que on ne saurait comprendre comment quelqu'un qui est un pousseur peut être là, s'il a l'ambition d'être président national, il va payer une caution de 7 millions. C'est de l'imposture et ça, il faut dénoncer ça. Et plus de ça, il faut aussi préciser que la caution dans toute autre chose est remboursable. Il faut seulement atteindre, il y a des conditions qu'on fixe. Bon, si vous voulez récupérer votre caution, si moi je suis candidat conseiller municipal aujourd'hui, on va me demander de payer 50 000 à condition que je fasse un score qui est égal ou supérieur à 5%. Pareil pour les législatives, pareil pour les présidentielles. Chacune de ces élections, mais le SGF est plus dangereux que la dictature RDPC qui nous commande depuis 41 ans. En fait, mais c'est très fort. Et ça, c'est vrai parce que quand les gens peuvent s'autoriser en violation nette des statuts du parti, en décidant qu'une caution pour être membre du NEC, du comité exécutif national, il faut payer 7 millions, c'est devenu, on n'est pas une partie même les partis d'élite comme le RDC, il n'y a pas ça. Le parti qui vit sous la perfusion du trésor public comme le RDC n'a jamais fixé une telle caution. Comment un parti de gauche comme le RDC, et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas pour empêcher à n'importe qui de venir justement briguer un poste? C'est ça la vision, c'est ça l'objectif à atteindre pour pouvoir éliminer carrément des éventuels concurrents, malgré le fait qu'on a chassé les grosses légumes du parti. On redoute toujours qu'il peut y avoir une adversité. Mais ils auront Ebdié, moi j'en ai discuté avec lui hier, il m'a dit qu'il a 7 millions, il va payer la caution. Donc s'il pense que 7 millions, quand vous êtes porté par des gens, et les gens là vont vous donner de l'argent pour payer votre candidature. Et donc, voyant fixer la caution à 7 millions, il en a payé. Mais moi, je lui ai dit qu'il ne doit pas qu'il paye ça. Parce qu'il n'y a aucune disposition statutaire qui oblige le candidat de payer
7 millions pour être candidat au poste de président national. Alors que les statuts disent, notre slogan est égalité des chances pour tous. Égalité des chances pour tous. Vous le souhaitez, vous le découragez? Non, je ne le décourage pas. Mais par contre, je l'encourage, je lui demande de s'opposer vigoureusement à payer une telle incongruité. Est-ce que l'idée ne serait pas aussi de payer justement cette caution pour être capable de challenger les autres candidats et se retrouver à la tête de ce parti et changer en fait ce qui doit l'être? Et lui, il a été candidat comme premier vice-président national. Il a payé 50 000 francs. Il est premier vice-président national. Bon, là, c'était avant. Oui, mais pourquoi aujourd'hui, subitement, quand on a déjà décidé de lancer les élections, donc on crée une loi spéciale pour éliminer des éventuels adversaires? C'est incroyable. C'est la mauvaise foi, c'est la filouterie, c'est de la mafia. Il faut dénoncer ça. C'est pas possible. Les règles, et puis demain on va reprocher le RDPC de tailler les lois à sa mesure. C'est pas possible. Les règles, on s'entend sur des règles avant le jeu. Et pourquoi le lendemain des élections, on n'a pas amendé les statuts pour dire que bon, désormais, pour être président national, il faudra payer la caution de 7 millions non remboursable. Ça veut dire qu'on paye le droit d'être candidat. C'est incroyable. Et cet argent-là ira où? C'est 7 millions de francs CFA. C'est pour ça que je dis que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Il faut dire des choses, il faut les appeler comme il se doit. Donc, si on comprend bien, lorsque c'était 50 000 francs, c'était remboursable et c'est passé à 7 millions de francs CFA et c'est non remboursable. Bon, les 50 000 francs n'étaient pas remboursables parce qu'on disait qu'il ne faut pas que le parti soit influencé par un financement extérieur et que les 50 000 francs servaient de pouvoir imprimer les bulletins. Les bulletins, parce que chez nous, au SIF, le vote se pratique par bulletin unique. Donc tous les candidats, donc il n'y a pas moyen de dire à un électeur que pour apporter-moi le reste des bulletins, s'il n'y a pas mon bulletin, qu'il n'y a que celui de mon adversaire, je vous donne 2 000 francs, comme le RDPC fait en d'autres termes. Voilà, donc le bulletin est unique. On imprime autant de bulletins qu'il y a autant de candidats, poste par poste. Il n'y a pas d'abord d'élection par liste OSIF, l'élection est uninominale et chacun est candidat dans son poste. S'il a des concurrents, il a ses concurrents avec lui. Et voilà donc, malheureusement, on arrive là aujourd'hui avec une décision qui oblige à des militants, à un pousseur de trouver 7 millions pour payer une caution, pour payer sa candidature, afin qu'il ait le droit d'être candidat. Et dans un parti politique qui se revendique être un parti politique de gauche, un parti socialiste, c'est un scandale. Il faut dénoncer ça. C'est de l'imposture, c'est de la mafia. On l'a bien compris, Xavier Bellemé. Mais je ne décourage pas le camarade. En fait, il est très déterminé. Il a fait sa tournée européenne. Il a bien mûri son idée et il a les moyens dont on a besoin pour qu'il puisse présenter sa candidature. Son programme est ambitieux. Voilà. Il voudrait nettoyer les écuries, nettoyer la maison ASF, ramener le parti là où on ne devait jamais l'enlever. Qui reste un parti de l'opposition. D'ailleurs, il voit même au-delà, il voit l'opposition qui se met dans la mutualisation par rapport aux échéances à venir. Celle-ci soit plus forte et puis avoir plus de chances de son côté de pouvoir prendre le pouvoir et l'exercer. Xavier Bellemé, est-ce que vous avez une idée de ce que sont devenus la trentaine de cadres du SDF qui ont été exclus? Est-ce que ces cadres pourraient revenir à la maison? Actuellement, il y a une très grande réflexion qui est en train d'être menée. Et parmi la trentaine de ces cadres, beaucoup pensent qu'il faut continuer à espérer pour sauver l'OSIF, comme nos jeunes camarades utilisent comme slogan pour sa campagne, sa candidature. Mais beaucoup d'autres pensent qu'il faut passer à autre chose. Et il faut savoir faire l'analyse et prendre des décisions qui s'imposent et tourner la page.
On va s'arrêter là pour ce qui est du SDF, de l'actualité au sein du SDF, en attendant d'avoir les informations qui viendront de ce côté-là dès le mois d'octobre 2023. Parlons à présent du sujet de la rentrée scolaire qui est imminente. Comprenez-vous, Xavier Bellemé, que de nombreux parents ne soient pas encore prêts à quelques jours du début effectif des cours? Oui, madame, c'est normal. Moi, je les comprends. C'est tout à fait normal. Le Cameroun vit dans une situation de précarité. 95% des Camerounais ont des difficultés pour pouvoir vivre avec 500 francs par jour. Et quand la rentrée arrive comme ça, c'est la peur au ventre pour la presque quasi-totalité des parents. La situation est très grave. Même ceux qui travaillent ont des difficultés pour joindre le début. Et le SMIC qu'on venait d'augmenter à 41 000 francs, je ne sais pas à quoi ça peut servir dans une vie comme Douala, ce qu'on peut faire avec 41 000 francs. Je ne crache pas dessus. Pourtant, nos banques sont pleines. Pourtant, nos banques sont pleines. Oui, les banques n'ont pas pour mission de faire dans des actions humanitaires. La philanthropie. La philanthropie, c'est l'expression. Merci Didier. Merci beaucoup. La philanthropie, ce n'est pas le rôle de la banque. La banque est une institution capitaliste. Vous pensez que la banque ne peut pas se permettre d'octroyer des prêts aux citoyens pour qu'ils viennent rembourser par la suite? C'est le rôle de la banque, c'est de vendre l'argent, oui, mais pas de faire l'aumône. J'ai pas dit l'aumône aux uns aux autres. Donc la philanthropie, comme a si bien dit Didier, mais c'est prêter l'argent aux citoyens qui présentent des garanties de remboursement. Et vous savez, les citoyens camerounais ne sont plus différents de la République du Cameroun. Il a voulu, depuis hier, Xavier Bellemé, il se tue à vouloir dupliquer au Cameroun l'exemple indien, en estimant qu'on peut faire autant confiance aux Camerounais qu'on le fait aux Indiens, du moins les banques. Et je me tue également à lui dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut également déjà une volonté politique qui fait que les banques se mettent dans les dispositions pour se plier à ce genre de proposition que je n'appelle pas injonction. Donc, on ne peut pas, sur la base du fait que les banques vendent de l'argent, leur imposer un modèle économique qui ne croit pas être facilement applicable au Cameroun. Voilà. Non, la banque est une institution ou un instrument, un des instruments du capitalisme. Ça veut dire qu'on donne à ceux dont on est sûr qu'ils vont rembourser, on prête de l'argent à ceux qui vont rembourser avec un intérêt, afin que les épargnants qui ont déposé leur argent dans cette banque puissent être non seulement sûrs de récupérer leur épargne, mais aussi avoir à trouver ce que le travail a produit, leur argent a produit. C'est ça la mission de la banque. Et donc, il revient à l'État. Parce que là, vous êtes en train de vouloir dédouaner l'État de manière insinueuse de ses véritables responsabilités régaliennes. Je voudrais d'abord préciser avec votre permission que l'État a deux missions fondamentales. C'est l'éducation et c'est la santé. C'est l'État a cette mission de pouvoir éduquer, en dehors de la sécurité, parce que la sécurité, c'est un fait. Parce que la sécurité, c'est la troisième mission fondamentale pour que l'État existe. Il faut donc la sécurité. Mais les deux missions fondamentales pour pouvoir former des citoyens qui sont en capacité de pouvoir travailler, être des hommes, travailler et produire. C'est l'éducation, deux, la santé. Si vous ratez votre éducation, parce que la meilleure façon pour tuer un peuple n'est pas de la bombe atomique. Et on fait de la société des cancres. On forme des cancres et puis c'est terminé. On va avoir des immeubles qui vont s'écouler comme des châteaux de cartes. On va avoir de mauvais ingénieurs. On aura des médecins qui seront des charcutiers et non pas ceux qui soignent. Et donc, voilà comment, quand on dénature le système éducatif dans un pays, c'est très grave. Voici à la rentrée. Quand je parie, je lance le défi à l'État du Cameroun de nous montrer un seul chèque qu'ils ont pu aider des simples familles démunies. Même dans les pays aussi capitalistes comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, il y a des familles qui ont des difficultés, qui n'ont pas de salaire décent, parce que le SMIC existe dans ces différents pays. Et l'État, à de pareilles occasions, apporte une certaine aide à des familles de ce genre. Assistance sociale. Voilà. Chez nous, on en est où? Voilà, voici la rentrée. On va se retrouver avec, une fois de plus, que le Cameroun, pour le livre, non seulement les parents vont se saigner pour acheter le livre à leurs enfants, et puis on va se retrouver avec 700 milliards qu'on allons financer des économies à l'étranger.
et que nous-mêmes ici, on a des problèmes de l'argent parce que les manuels scolaires au Cameroun, d'après une certaine étude, l'État du Cameroun dépense 700 milliards pour acheter les manuels. Et on n'arrive même pas à avoir la maison d'édition au Cameroun. Il y a des cas comme ça qui font les gens dans notre pays. On n'a même pas 5% de cet argent qui reste dans notre économie locale pour pouvoir financer 700 milliards. Si ça tournait ici, ça pourrait financer même l'emploi, ça pourrait aider à créer plusieurs autres activités qui peuvent employer plusieurs Camerounais qui sont des parents et peuvent avoir des emplois plus ou moins décents afin de mieux préparer la rentrée scolaire. Mais Xavier Bellemé, pourquoi est-ce qu'après tant d'années, l'école existe au Cameroun depuis plusieurs années, pourquoi est-ce qu'après tant d'années, on n'a toujours pas la possibilité d'avoir une maison d'édition qui puisse produire sur place des manuels scolaires et qu'on soit toujours appelé à aller solliciter les services dans d'autres pays? Oui, cela matérialise à suffisance. Je dirais, c'est qu'un aîné, j'ai suivi dans une des radios concurrentes, qui disait que c'était un assassinat collectif que le système a programmé dans notre pays. L'assassinat des Camerounais. Tout ça, ça complique. Tout est... Il y a la corruption partout. Parce que quand on privilégie les maisons d'édition étrangères, quand on même dit les éditeurs locaux, que l'État a donné 70%, quelqu'un viendra ici pour justifier de faux chiffres, de chiffres à la con, qu'on a donné, l'État a laissé aux éditeurs locaux 70% des éditions, de la production des livres, ce qui est un mensonge. Ces éditeurs, il n'y a aucune maison réelle d'édition ici, vont aller importer le livre en France, en Chine, un peu partout en Inde, pour amener ici. Où est la plus-value dans notre économie? Il n'y en a rien. En plus de ça, le livre va toujours coûter trop cher. Et les parents auront des difficultés. Peut-être qu'il a acheté un livre de mathématiques, peut-être de français ou d'anglais, je sais encore quoi. Et l'enfant n'aura pas suffisamment tout pour se cultiver. Parce que l'école, c'est aussi la lecture et avoir des manuels scolaires qui sont au programme. Et même ceux qui ne sont pas au programme pour que l'enfant soit au top. Mais le parent a la volonté, mais il n'en a pas. Parce que le matin, il réfléchit, l'enfant va aller à l'école, comment, quand il va à la sortie de classe, qu'est-ce qu'il va manger, et ainsi de suite. Donc, le quotidien, je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. En tant que parent, c'est très grave. Et puis, il faut ajouter à ça, on nomme les responsables des établissements comment? Les établissements publics. Paraît-il, si vous voulez être proviseur dans un lycée à Douala, il y a un prix qu'on vous impose par rapport si vous voulez être proviseur au lycée à Béni, dans mon village, à Bokito. Le prix, c'est combien? Les gens parlent pour être à Douala, il faut payer 3 millions, 4 millions. On paye à qui? À celui qui parle. Donc, quand on parle de la CONAC, moi je me demande comment la CONAC, elle enquête où? Je dis, elle doit enquêter. Dans les établissements. Et quand bien même elle enquête, est-ce que la loi lui donne le pouvoir coercitif? C'est-à-dire de pouvoir procéder à une poursuite d'un responsable qui se sent coupable. Et ces messieurs sont obligés de venir dans les établissements publics et commencer à se mettre. Et de deux, quand même le parent, oh là là, j'ai pitié. Quand le parent même réussit à se faire recruter dans un établissement public, quand il peut payer, verser à la banque les frais exigibles, puis on ne paye plus maintenant en numéraire. Oui. Quand vous arrivez chez l'intendant pour qu'il enregistre votre paiement, d'abord même c'est une incongruité. Bancaire, oui. Ouais, c'est même d'ailleurs une incongruité parce qu'en réalité, quand on a dématérialisé l'administration, on n'a plus besoin, après avoir payé, de venir justifier le paiement parce que cela doit être automatique. Donc on n'a pas besoin. Voilà. Donc, mais quand le parent finit donc de payer, il faut qu'il rentre au lycée justifier qu'il a payé. Tout à fait. En présentant le reçu de la banque. Voilà, en présentant le reçu de la banque. Quand il arrive, donc, il va trouver notre poste de péage à l'entrée de l'intendant. On va vous demander 1,50 €. Mais là, on paye quoi? Vous allez demander à l'intendant. Demandez à tous les parents qui ont des enfants au lycée. Ils vont vous dire. Si vous ne le savez pas, si vous croyez que après avoir versé l'argent à la banque et que l'affaire s'est terminée, votre enfant est régulièrement inscrit. Non. Si vous n'allez pas là-bas régler le problème... Donc lorsqu'on se présente devant monsieur l'intendant ou madame l'intendante, on doit encore verser de l'argent pour pouvoir valider le reçu de paiement de la banque. Vous allez payer 1000 francs. Mais c'est très grave ce que vous êtes en train de dire là, monsieur Xavier Bellemé. 1000 francs CFA? Oui, 1000 francs CFA pour qu'on doit valider votre reçu de paiement de la banque. Et vous voyez, il y a des lycées qui ont 5000 élèves. Et vous payez les 1000 francs contre reçu?
Non, on ne vous donne pas. Pour qu'on valide votre propre reçu de versement, le bordereau de versement à la Sans banque. reçu. Non, et on ne vous donne pas un reçu de 1000 francs. Bon. Et vous vous retrouvez, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver à la fin du trimestre que votre fils n'a pas eu de bulletin. Parce que vous n'avez pas validé le paiement des versements à la banque. Non, mais là, c'est très grave. C'est parce très que grave, c'est ça très nécessite, grave. ça Je nécessite vous vraiment dis, qu'on moi-même, puisse moi, enquêter, personnellement, que la CONAC puisse enquêter là-dessus. Je suis victime de cette situation. Je refuse de citer le lycée de la place, mais je suis victime de cette situation. Mais vous allez finir par citer, parce que s'il faudrait que la situation change, il faudrait bien qu'on sache où ça se passe. Mon fils, jusqu'à présent, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'apanage de ces lycées? Non, ce n'est pas l'apanage de ces lycées, c'est un exemple. C'est l'apanage de tous les lycées. C'est-à-dire que vous trouvez un poste de péage qui a été installé, érigé à l'entrée du bureau de l'intendant, qui doit maintenant valider votre reçu, votre bordereau de versement à la banque des frais exigibles. Donc, c'est incroyable. Ça se passe au Cameroun. Monsieur Xavier Bellemé, est-ce que vous avez contacté les autorités de la CONAC pour dénoncer? Parce qu'il y a des numéros qui existent. Ils n'ont aucun pouvoir coercitif. Mais il faut quand même essayer. On dénonce. On dénonce toujours. Et si c'est pour dénoncer, vous pouvez me faire confiance. Bon, Xavier Bellemé, il me semble que vous viviez à Douala 5e, donc il n'y a pas 36 000 ici à Douala 5e, on peut se faire une petite idée quand même. Ouais, bon, vous allez vous perdre malheureusement. Si vous faites une petite idée, vous n'allez pas vous retrouver. C'est déjà bon pour les enquêtes. C'est déjà une erreur, vous allez vous tromper. Mais monsieur Xavier, mon enfant ne fréquente pas un établissement. Monsieur Xavier, Sidonie fait souvent comme si Sidonie fait souvent comme si elle ne vit pas au Camerounais. Elle vous demande d'aller dénoncer à la CONAC. La CONAC va venir faire quoi dans le lycée là? Mais la CONAC va venir faire quoi? La CONAC a lancé une campagne anti-corruption, zéro corruption pendant cette période. Xavier Bellemé, pour sortir de cet entretien, le gouvernement camerounais a institué la gratuité de l'éducation dans les établissements scolaires publics ou encore l'accès à l'éducation à moindre coût depuis environ 2 décennies. Au vu des coûts pratiqués au niveau de l'APE, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement nous a mis de la poudre aux yeux à travers cette opération de gratuité finalement? C'est aussi ça une incongruité à la camerounaise. L'APE vient faire quoi dans un établissement public qui est censé être pris en charge par l'État, et c'est ça, ça démontre aussi que le discours officiel est un discours mafieux de tromperie. Parce que on peut pas dire que le chef, on dit comme entre autres trophées brandis par l'ordre gouvernant. À l'époque, quand le chef était arrivé au gouvernement en 1982, il y avait les lycées, on les comptait au bout des doigts, et que en quelques temps, il y a les lycées partout. Partout que les parents d'élèves construisent. Ah oui, bien sûr. Alors donc, c'est pas grâce à l'APE. Il ne revient pas aux parents d'élèves de construire des lycées. C'est le lycée de l'État. Il est construit par l'argent du contribuable, l'argent que nous payons les impôts. Pourquoi on doit payer l'APE? Le parent d'élève ne doit pas payer l'APE. Il ne devait pas. Il devait payer tout simplement les frais exigibles, et non pas l'APE. Et c'est pour ça, nous on est allé à l'école, on payait 115 francs. Pourquoi? Mais on recevait d'ailleurs, l'État on recevait régulièrement des bourses, des bourses, des cahiers, des médicaments. Des prix en fin d'année. Des médicaments. Et donc on passait pour nous parasiter. Déparasiter. Oui, vous distribuez la Nivaquine à l'époque. Ou bien les anti-intestinaux. Oui, voilà. Oui, justement. Voilà, tout ça là. Donc l'État était responsable. Et l'État a pris la responsabilité depuis un moment. Il s'est transformé en un État voyou. Il faut dire des choses telles qu'on les regarde, on les observe. C'est extrêmement grave. Donc on ne peut pas faire, on peut pas mener un tel complot contre le Cameroun. C'est pas possible. Et Xavier Bellemé, en quelques mots pour sortir justement, quelles propositions faites-vous pour qu'on puisse sortir de cette situation? Non, que l'État soit responsable des établissements qu'il crée. Et moi, dans mon village, j'en ai cotisé autant d'argent et on continue pour construire les salles de classe. Et ce n'est pas normal. On est venu, on a créé un CS de Béni dans mon village. Mon village s'appelle Béni. L'État a envoyé 18 millions. On a construit un bloc de 2 salles de classe abandonné. Avec 18 millions. Et c'est un CS qui reçoit les élèves au moins de 4 villages. 4 villages tout autour. Et un seul village là, peut vous envoyer 100 élèves, 300 élèves, 400 élèves. Et dans un CS qui n'a que un bloc de 2 salles de classe. Le reste, il faut que c'est nous qui devons construire le CS. C'est de l'escroquerie politique, une escroquerie morale. C'est pas sérieux. On ne peut pas dire que l'État crée. Regardez, même les universités, ça ressemble plus à quelque part à des grands lycées
ou alors des simples établissements. On nous appelle ça université. Donc, d'ailleurs, parmi les 30 premières universités en Afrique, il n'y en a aucune université camerounaise. Peut-être l'ancienne université. L'université de Yaoundé 1, c'est quand même classé parmi les meilleures d'Afrique centrale. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Chez les aveugles, les bordiers sont rois. Ça, c'est sûr. Xavier Bellemé, merci d'être venu à ABK Radio pour cet instant. C'est nous qui vous remercions, madame, de l'honneur que vous nous faites à chaque fois quand cela est possible, de nous inviter et de nous ouvrir vos antennes afin de pouvoir nous prononcer sur l'actualité du moment.